Une vague d'énergie violente jaillit du corps de Tang Wu, formant une aura semblable à un bâton de tonnerre qui crépitait d'une force destructrice, donnant à Eok l'impression d'avoir été frappé par la foudre elle-même. Même le moindre contact avec les aiguilles dissimulées de Tang Wu provoquait un impact foudroyant, envoyant des ondes de douleur à travers le corps de Eok. L'intensité était insupportable et Eok hurla de douleur, sa voix était remplie d'agonie alors que le poison électrique se propageait en lui. À distance, Sosom observait attentivement le déroulement du combat. Et Sosom conclut discrètement que Tang Wu était intervenu exactement comme prévu, intervenant au moment critique sans aucune hésitation. Quelques instants plus tard, l'attention se tourna vers Eok, qui gémissait de douleur visible alors que l'aiguille plantée dans sa main continuait de le tourmenter, sa mâchoire se crispa et il serra les dents, refusant de s'effondrer malgré l'inconfort accablant. Tang Wu, ne montrant aucune pitié, déchaîna à nouveau sa puissance, provoquant une explosion massive qui secoua violemment les environs. Le souffle projeta Eok au loin, l'envoyant s'écraser au sol avec une force immense, la menace immédiate semblant maîtrisée, Tang Wu commença à s'éloigner calmement, comme si l'affrontement s'était déjà terminé en sa faveur. À proximité, le chef d'un autre clan, qui avait été gravement blessé par Eok plus tôt et gisait toujours impuissant sur le sol, lutta pour élever la voix, avec difficulté, et exprima sa gratitude envers Tang Wu, l'appelant la main empoisonnée chasseuse d'âmes, et le remerciant sincèrement d'être intervenu. Tang Wu répondit par une observation froide, remarquant que le monde du Murim était devenu de plus en plus impitoyable ces derniers temps. Il réfléchit amèrement à la situation, notant à quel point il était choquant qu'un gendre trahisse et frappe sa propre belle famille dans le dos. Soulignant la profondeur de la trahison qui se propageait à travers le Jianghu, cependant, la situation était loin d'être terminée. Eok se releva soudainement, son expression se transforma en un sourire narquois alors qu'il laissait échapper un ricanement moqueur. Il insinua qu'une telle trahison n'avait rien d'inhabituel, suggérant que tout le monde dans le Jianghu se comportait de la même manière impitoyable. Ses paroles portaient une indifférence glaciale, comme si la trahison et la tromperie faisaient simplement partie de l'ordre naturel des choses. L'expression de Tang Wu se durcit instantanément, et un regard mortel se forma dans ses yeux. Son corps libéra une fois de plus une aura puissante et écrasante, dégageant une intention de tuer intense. Alors qu'il préparait ses aiguilles empoisonnées pour une autre frappe, il indiqua clairement qu'il n'était pas du genre à compter sur les mots avant de passer à l'action, malgré cela, et donna un dernier avertissement, exhortant Eok à révéler sa véritable identité et à expliquer la situation tant qu'il était encore contenu. Eok répondit par un sourire, reconnaissant la technique de Tang Wu comme l'art interne secret de la célèbre papillon. Malgré son intérêt apparent à combattre Tang Wu directement, il se retint, laissant entendre qu'il avait d'autres priorités. En observant cela, Sosom réalisa rapidement que Eok prévoyait de s'échapper plutôt que de continuer le combat. Sosom trouva la situation de plus en plus étrange, notant que Eok était apparu seul et semblait avoir cherché quelque chose pendant tout ce temps. À ce moment-là, la petite fille de Tang Wu, Tang Hw, arriva sur les lieux. Elle regarda vers le champ de bataille avec confusion, se demandant pourquoi son grand-père était là. Les pensées de Sassam firent immédiatement le lien avec la situation, se demandant si Tang Wu n'avait pas cherché Tang Hw depuis le début. Si tel était le cas, la situation avait des implications plus profondes qu'il n'y paraissait au premier abord. Un léger sourire se forma sur le visage de Sassam alors qu'une prise de conscience commençait à germer dans son esprit. Sans avertissement, Eok bondit dans les airs et lança un coup de pied puissant vers Tang Wu. L'attaquant tout en l'insultant, Tang Hw réagit instantanément, criant de colère alors qu'elle lançait ses propres aiguilles empoisonnées vers Eok, lui demandant s'il avait vraiment l'intention de pousser le conflit jusqu'à sa fin amère. Eok se contenta de sourire en réponse, nullement troublé par son attaque, tandis que Sosom se déplaça rapidement pour se positionner devant elle, assurant sa sécurité. Tang Wu continua son assaut incessant, lançant des aiguilles empoisonnées l'une après l'autre vers Eok. Au milieu de la bataille, Eok fit un geste inattendu en jetant son épée. Cette action soudaine déconcerta Tang Wu, qui ne comprit pas immédiatement pourquoi un adversaire jetterait son arme en plein combat. La réponse devint claire l'instant d'après lorsque Tang Wu remarqua la trajectoire de l'épée lancée. Elle se dirigeait directement vers Tang Hw. Une vague de panique envahit Tang Wu alors qu'il criait vers sa petite fille. Tang Hw resta figé par le choc, incapable de réagir à temps. Dans ce moment critique, Sosom agit sans hésitation, bondissant en avant pour saisir Tang Hw et l'éloigner de l'attaque imminente. L'épée frappa avec une force dévastatrice, provoquant une explosion massive qui engloutit la zone. Le sol s'effondra sous l'impact, et tout fut enseveli sous les débris et la poussière, alors que la fumée et le brouillard se dissipaient lentement. Tang Wu s'élança anxieusement vers l'avant. Il trouva Sosam debout au milieu de la destruction, tenant Tang Hw saine et sauve dans ses bras. Bien qu'elle ait perdu connaissance, elle semblait avoir évité toute blessure grave. Un soulagement immense envahit Tang Wu lorsqu'il réalisa que Sosam lui avait sauvé la vie.
Avec une émotion visible, Tang Wu prit Tang HW dans ses propres bras et exprima sa gratitude envers Sazam. Profondément ému par ce qui venait de se passer, au-dessus d'eux, debout sur un toit, Eok observait la scène et éclata d'un rire sonore, son amusement moqueur résonnait à travers les ruines environnantes, Tang Wu serra les dents de colère. Tandis que Sazam observait attentivement Eok, reconnaissant l'immense force qu'il possédait. Sazam reconnut intérieurement que Eok était assez puissant pour être sur un pied d'égalité avec Tang Wu, ce qui faisait de lui un véritable maître. Eok s'adressa ensuite à Tang Wu avec un sourire narquois, déclarant qu'il reviendrait le voir bientôt. Son ton dégageait un sentiment de confiance et d'inévitabilité, comme si leur prochaine rencontre était déjà destinée. Tang Wu resta tendu, sa colère évidente alors qu'il se préparait à l'éventualité d'un autre affrontement. Alors que Eok commençait à partir, il sentit soudainement une aura accablante venant de derrière lui. La présence inattendue le fit sursauter, et il s'arrêta brièvement, se demandant ce qu'il venait de ressentir. Son regard se tourna vers Sazam, qui se tenait là avec un sourire sauvage, presque dément. La réalisation frappa Eok alors qu'il reliait Sazam à une scène précédente. L'identifiant comme la personne responsable du mystérieux pilier de lumière de la nuit précédente et pour avoir interféré avec ses plans. Eok reconnut l'implication de Sazam, exprimant un vif intérêt à le revoir à l'avenir. Sur ce, il disparut de la scène, laissant derrière lui une atmosphère lourde de tension et de conflits non résolus. Tang Wu cria de colère après lui, le maudissant et refusant d'accepter sa fuite. Au milieu du chaos, Tang HW commença à reprendre connaissance, toussant faiblement en ouvrant les yeux, elle appela son grand-père, sa voix faible mais empreinte d'inquiétude. Tang Wu réalisa la gravité de la situation et admit qu'ils avaient été complètement trompés. Alors que la scène passait à la soirée, toute l'étendue de la destruction devint visible, le clan était en ruine, ses structures autrefois fières réduites en décombres. Le patriarche était assis parmi la dévastation, entouré d'innombrables corps sans vie, tandis que des oiseaux charognards se régalaient des restes, créant une atmosphère sinistre et hantée. Le patriarche rit amèrement, accablé par la frustration. Alors qu'il réfléchissait à la façon dont seulement 4 individus avaient réussi à réduire le domaine du roi à un état aussi catastrophique, il analysa plus en détail la situation, se rappelant que l'un des individus impliqués était censé faire partie des démons jumeaux Yin-Yang qui avaient été tués par Eok. Cette réalisation l'amena à conclure que toutes les actions de Eok, y compris son mariage, faisaient partie d'un plan soigneusement orchestré depuis le début. La situation avait été manipulée avec précision, les laissant piégés. Il nota que tous les pigeons voyageurs envoyés à l'Alliance Murim avaient été interceptés et tués par des faucons pèlerins, coupant toute possibilité de communication. La formation défensive des 3 empereurs et 9 rois du clan Nangoon étant désormais détruite, ils étaient laissés complètement vulnérables, comme des rats piégés dans un bocal sans issue. Nanguingin s'avança respectueusement, demandant la permission de parler. Il exposa les 3 options possibles qui s'offraient à eux, combattre, fuir ou envoyer un messager. Le patriarche rejeta immédiatement les 2 premières options, reconnaissant que les 2 étaient impossibles dans les circonstances actuelles, pour se concentrer sur la 3e option. Nanguingin expliqua que l'envoi d'un messager impliquerait de signaler leur situation à l'Alliance Murim et d'attendre des renforts. Il estima qu'il faudrait moins d'1 semaine pour que l'aide arrive si le messager voyageait à pleine vitesse. Le patriarche soupira lourdement, admettant qu'il avait déjà envisagé cette option, mais se demandant qui pourrait bien percer le siège ennemi et livrer le message avec succès. Nanguingin révéla qu'il y avait effectivement une personne capable d'un tel exploit, un maître absolu doté de compétences de mouvement exceptionnelles qui pourrait surmonter le siège. Le patriarche pensa immédiatement à l'aîné Tang, mais douta que même lui puisse accomplir une telle tâche seul contre autant d'ennemis. Après une brève pause, Nanguingin proposa une approche différente, il suggéra d'utiliser les personnes actuellement au sein de leur clan qui cherchaient désespérément à s'échapper. Plus précisément, il faisait référence aux centaines d'invités du mariage, suggérant qu'ils pourraient servir de moyen pour mener à bien leur plan et créer une opportunité d'envoyer le message.